Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Monde devant soi, le podcast géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decommer, rédactrice en chef de Slate, et nous allons échanger avec Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Hélène. Nous sommes au 8e jour de la guerre ouverte entre Israël et l'Iran. Depuis le début du conflit, les frappes israéliennes ont tué au moins 224 personnes en Iran, tandis que les tirs de missiles et de drones iraniens ont fait 25 morts en Israël. Les deux camps, qui s'accusent mutuellement d'avoir franchi la ligne rouge, basculent dans une escalade dont les conséquences pourraient dépasser le Moyen-Orient. Jeudi, Benyamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était en train de changer la face du monde. De leur côté, les États-Unis, alliés traditionnels d'Israël, hésitent encore à franchir le pas de l'intervention directe. Un flou stratégique qui laisse entrevoir une possible extension du conflit, mais la possibilité d'une médiation internationale n'est pas non plus à exclure. Alors, quelle forme peut prendre la suite de cette guerre? Quel scénario se dessine? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Alain Frachon, j'aimerais qu'on dresse un état des lieux à une semaine du début du conflit, un état des forces en puissance. Qui domine? Quels sont les atouts et les faiblesses de chacune des parties? Alors si on prend la partie israélienne, elle a gagné une impunité totale dans le ciel, dans l'espace aérien iranien, c'est-à-dire qu'il reste peut-être encore des missiles anti-aériens, mais les rampes de lancement, les bases de lancement de missiles anti-aériens, qui sont des missiles russes, S-300 et S-400, ont toutes été décimées. Autrement dit, la force aérienne israélienne a la maîtrise, ou à peu près la maîtrise, de l'espace aérien iranien. Ensuite, il y a les États-Unis. Les États-Unis, dans l'hypothèse où ils seraient amenés à décider de s'impliquer dans ce conflit, les États-Unis, eux, ont déplacé une flotte gigantesque et disposent de moyens militaires énormes dans la région. Ils ont une grande base aérienne au Qatar, qui est la plus grande qu'ils aient sur le Golfe, déjà. Ils sont présents à Bahreïn. Ils ont une base au Koweït. Ils sont aussi sur le plan militaire et stratégique, même s'il n'y a pas de base. Ils sont aussi très présents en Arabie Saoudite. Donc, tout le long de la dorsale du Golfe, orienté vers l'Est, vous avez des bases américaines, britanniques, et je vous signale aussi françaises. Nous avons 3 bases, pas très grandes, mais quand même 3 bases, dans l'État des Émirats arabes unis. À côté de ça, ils déplacent, alors je ne sais pas si les bâtiments sont pris sur la 5e ou la 6e flotte, mais ils déplacent 2 flottes. Les flottes sont autour de porte-avions. Et donc, les États-Unis disposent, si vous voulez, peut-être de 2 fois, sinon 3 fois, le nombre d'avions que mobilise la force aérienne israélienne s'ils doivent intervenir. Alors, je ne sais pas si c'est ça qui compte militairement pour détruire telle ou telle installation, mais en tout cas, ils disposent d'une force de réplique énorme si jamais ils doivent s'en servir. Côté iranien, c'est très difficile à évaluer. Vous pouvez dire donc que tout ce qui relevait de la défense anti-aérienne a été neutralisé. Sinon, ils s'en serviraient. Je vous rappelle aussi que, comme l'Israël a neutralisé le Hezbollah n'a pas de missiles pour tirer sur des forces israéliennes, pas de missiles anti-aériens non plus, presque plus de missiles, alors qu'il en avait des dizaines de milliers. Donc là, les Israéliens, en 2024, ont neutralisé le Hezbollah. Ensuite, il y avait un problème, c'est peut-on survoler la Syrie? Alors la Syrie n'avait plus beaucoup de défense anti-aérienne, mais elle en avait encore. Mais le régime est tombé. Et le nouveau régime, celui de l'ancien militant d'Al-Qaïda, Al-Shara, est un des rares, sinon un des seuls dans le monde arabe à avoir, au moins implicitement, approuvé l'intervention israélienne. Il est extrêmement prudent. Ce qui fait qu'il y a un couloir aérien qui mène les chasseurs bombardiers en Iran absolument sans aucun danger pour Israël. Ils peuvent survoler le Liban, ils peuvent survoler la Syrie, ils ont un tout petit morceau d'Irak, je crois, à survoler, mais c'est pas un problème, et ils sont en Iran.
Voilà la situation. Donc côté iranien, c'est plus difficile à évaluer. L'armée iranienne, c'est une armée double. Vous avez le corps des gardiens de la révolution, qui est une armée d'élite au service de la révolution islamique, au service du régime, en principe assez marqué idéologiquement. Avec le temps, les choses ont évolué. Puis il y a l'armée régulière. Ce sont deux corps d'armée d'à peu près égale grandeur. Les gardiens de la révolution, ils ont aussi des navires de guerre, des radars, etc. Plus un empire industriel. La banque, tout ce qui concerne les hydrocarbures, le nucléaire, bien sûr, mais une centrale civile à Boucher, plus l'ensemble nucléaire militaire. Donc tout ça, c'est les gardiens de la Révolution. Donc c'est pas simplement, si vous voulez, une milice. C'est pas une milice, non, c'est un corps d'armée organisé qui structure l'État et qui est au service de l'État. Et je vous rappelle que l'État iranien, c'est pas rien. Il a plus de 2000 ans. C'est un très vieil État. L'Iran a toujours été administré, même dans les périodes les plus difficiles. Anticolonialisme farouche. Et il a été occupé par deux pays, occupés partiellement. Au nord, par l'Union soviétique et dans le sud, par la Grande-Bretagne, momentanément occupé. Mais sinon, c'est un pays qui n'a jamais été colonisé non plus et qui a toujours été administré dans des conditions difficiles, puisque c'est une composition pluriethnique. Il n'y a pas que les Perses, il y a les Azéris, il y a les Kurdes, il y a les Balouches, etc. Et très souvent, on est surpris par le réflexe pro-iranien ou pro-national qu'on trouve chez les minorités ethniques de l'Iran. Donc voilà, c'est un pays encore administré. Le raid israélien, la folie de la République islamique n'a pas désadministré l'Iran. Et c'est un pays immense et très jeune, 90 millions d'habitants. C'est un pays dont presque les 2/3 des habitants sont nés après la révolution de 1979, donc n'ont connu que ce régime. Ça fait partie du tableau et de l'état des forces. On peut penser par ailleurs que le régime n'a jamais été aussi impopulaire. C'est une chose. Mais la structure étatique, elle est là. L'armée n'a pas été engagée. Les gardiens de la Révolution, qui étaient supposés défendre le territoire, j'imagine que leur statut ne doit pas être très brillant. En plus, les gardiens de la Révolution, ils étaient en charge du Hezbollah. Ils étaient en charge du Hamas, ils étaient en charge des milices houtistes, ils étaient en charge des milices irakiennes aussi. C'était la fameuse unité Al-Quds, qui était chargée d'avoir comme ça des alliés arabes, mais dans le cadre des gardiens de la Révolution, même si ce n'était pas dit comme ça. Donc les gardiens de la Révolution, eux, ont montré qu'ils n'étaient pas formidables pour défendre le pays. Mais enfin, ils sont toujours là. La force est-il entamée ? Imaginez qu'à un moment ou à un autre, et c'est probable, on en parlera peut-être plus tard, il faille avoir des commandos au sol, ne serait-ce que pour une mission de 48 heures ou de 3 jours, c'est pas évident non plus. Quant à l'armée régulière, elle est de plus en plus fondue dans les deux corps. C'est-à-dire que si vous êtes commandant dans l'armée régulière, on va vous nommer colonel chez les gardiens de la Révolution pour 5 ans. Et puis après, vous allez revenir dans une autre unité. Vous allez être nommé général dans l'armée. Et puis les généraux de l'armée régulière vont passer chez les gardiens de la Révolution. Donc attention, il n'y a pas vraiment, semble-t-il, pour autant qu'on sache, de potentiel de concurrence où il a été diminué entre l'armée et les gardiens de la Révolution. Et puis après, au sol, mais ça compte aussi en ce moment, c'est même très important. Vous avez les milices civiles. Les milices civiles, ce sont en général des voyous. Il y en a dans toutes les grandes villes. On les paye dans le régime pour aller tuer ou tabasser ou torturer les manifestants ou attaquer les campus universitaires. Mais enfin, ils jouent un rôle aussi dans la protection du régime. Voilà, il n'y a pas d'aviation et il n'y a pas de marine. Donc quand on dit qu'ils sont capables de fermer le détroit d'Ormuz, oui, peut-être, ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz, mais pour pas très longtemps. Il reste le stock de missiles, l'arsenal de missiles. Alors ça, ils ont prouvé qu'au bout d'une semaine de guerre, 8 jours maintenant, 9 jours, ils ont encore des missiles. Des missiles balistiques qui frappent Israël directement. Ils ont des missiles balistiques, ils ont du carburant pour les missiles balistiques, même si Israël frappe des centrales au gaz ou des centrales au fioul, dont on peut penser que c'est aussi pour ça, pour pas qu'il y ait de carburant pour les missiles. Alors c'est du carburant solide ou du carburant liquide. Ils en ont encore peut-être 1000, 2000, j'en sais rien, mais s'ils en tirent 40 ou 50 par jour, comme en ce moment, voilà, dans 15 jours, le profil de l'arsenal de missiles iranien sera singulièrement diminué. Pourquoi ? Parce que, et les Israéliens le disent eux-mêmes, ils se sentent assez forts pour le dire, parce qu'ils ont démoli la moitié des lanceurs de missiles, ou des pas de tir de missiles. La moitié des missiles qui peuvent atteindre Israël ou la région, ou des bases américaines, etc. Donc moi, sans être un spécialiste militaire, à la lecture de tout ce qu'on peut lire, entendre ou apprendre de diplomates ou militaires, voilà un peu à quoi ça ressemble.
Vous évoquez cette échéance de 15 jours. 15 jours, Jean-Marie Colombani, c'est parce que Donald Trump a dit qu'il se laissait 2 semaines pour décider de ce qu'il allait faire. On a bien compris que Benyamin Netanyahou faisait tout, voire lui tordait le bras pour le faire entrer dans le conflit, pour que les États-Unis viennent soutenir Israël. Comment est-ce qu'on peut comprendre, interpréter ce délai de 15 jours annoncé par Donald Trump? Parce que Donald Trump est Donald Trump et que, de toute façon, il impose à tout le monde de vivre au rythme de ses pensées, de ses contre-pensées, voilà. Parce qu'à un moment, il disait d'ailleurs d'Emmanuel Macron, le problème avec Emmanuel, c'est qu'il ne comprend rien. Mais parfois, on se demande si c'est pas Donald Trump lui-même qui ne comprend pas grand-chose, y compris à ce qu'il dit lui-même. Il faut se souvenir que dans la première phase de Donald Trump, il est quand même allé là où Netanyahou voulait qu'il aille. C'est-à-dire qu'il a déchiré l'accord nucléaire, l'accord qui aurait évité cette situation précisément, puisque c'était un accord qui permettait le contrôle de la marche en avant de l'Iran vers l'armement nucléaire, à travers un accord international. Et donc il l'a déchiré parce qu'il avait été signé par Obama, bon, certes, mais il l'a surtout déchiré parce que Netanyahou y était hostile et lui avait expliqué qu'il fallait, aussitôt élu, le déchirer. Et donc là, on peut se demander si, in fine, Netanyahou ne va pas réussir la même opération à entraîner Donald Trump là où il veut qu'il soit, c'est-à-dire en appui et en appui militaire. Alors après, c'est là que les problèmes commenceront, parce que quelle sera la nature de cette intervention si elle a lieu? Est-ce qu'elle se limite à la bombe, puisque toute l'attention est focalisée sur le site qui est censé abriter les centrifugeuses, lesquelles sont les instruments dont a besoin l'Iran pour fabriquer sa bombe, et qui est enterré. Voilà, c'est ça, le site qui est enterré et qui pourrait être détruit par ce que les Américains sont seuls à pouvoir faire, c'est-à-dire une bombe qui va sous terre et qui explose et qui détruit ce qui est installé sous terre. Donc, est-ce que ça se limiterait à ça ou est-ce que ça irait au-delà? Si ça va au-delà, on va retomber sur des problématiques qu'on connaît bien, c'est-à-dire qui ramènent à la guerre d'Irak, ou à même l'intervention européenne en Libye, c'est-à-dire c'est très bien d'intervenir, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe après? Et en général, le problème vient de l'absence de stratégie de l'après, et l'absence de stratégie de l'après, ça donne toujours naissance à la catastrophe, et donc à un chaos supplémentaire. Donc au nom de la lutte contre un chaos donné, on entraîne un chaos plus grand. Donc c'est à cela que s'exposeraient les États-Unis si d'aventure ils intervenaient lourdement dans ce conflit, ce qui ne semble pas leur intention première, parce que depuis Obama, d'ailleurs, les États-Unis sont devenus très réticents à toute intervention extérieure, et on peut penser qu'autour de Donald Trump, il y a une partie de sa propre famille politique, de son propre électorat, qui est réticent, qui ne veut pas d'intervention, et une autre partie peut-être plus traditionnelle qui y serait favorable. En tout cas, ça va être intéressant de voir si Netanyahou arrive au même résultat que lors de Trump 1, c'est-à-dire est-ce qu'il arrive à amener Donald Trump là où il veut aller. C'est d'ailleurs assez tragique de voir que les États-Unis sont dirigés par quelqu'un qui est, quoi qu'il arrive, aligné sur les positions de Vladimir Poutine dans la guerre avec l'Ukraine, et qui peut-être dans quelques jours s'alignera sur les positions de Netanyahou, c'est-à-dire sans plus aucune stratégie américaine au sens propre du terme, et sans plus de considération pour les alliés traditionnels des États-Unis que sont les Européens, et donc avec un président qui est ballotté comme ça d'un dictateur à un autre. Netanyahou n'est pas un dictateur, mais en même temps c'est un homme de guerre et qui lui fait la guerre pour des raisons qu'il considère comme essentielles pour Israël. Ce qu'on peut comprendre par ailleurs, on peut considérer que le danger porté par l'Iran contre Israël est un danger existentiel. Et donc, de ce point de vue-là, on peut comprendre la démarche de Netanyahou. La démarche américaine, c'est une autre problématique. Il y a un autre versant de l'escalade et de la mondialisation du conflit qu'on peut redouter, c'est le versant économique. Vous l'avez mentionné, Alain Frachon, le blocage du détroit d'Ormuz, même si de ce que je comprenais de vos mots, ça restait très, très hypothétique, mais ce détroit, c'est la seule voie d'accès au golfe Persique qui lui-même donne l'accès maritime à des gros pays producteurs d'hydrocarbures, l'Irak, Émirats arabes unis, Arabie saoudite. Là, ce serait une autre crise mondiale qui s'ouvrirait ? On ne peut pas exclure le scénario suivant, c'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, si les Iraniens ne reviennent pas à la table de négociation, ce qui paraît assez peu probable compte tenu de la manière dont Trump s'y prend, puisqu'il a demandé publiquement une reddition sans condition des Iraniens sur une question clé, peut-être en parlera-t-on, de la discussion sur le nucléaire. Mais enfin, on ne sait jamais, peut-être que les Iraniens viendront considérant qu'ils sont acculés et que c'est la meilleure façon de sauver leur régime. Mais donc, si les États-Unis considèrent qu'ils n'ont pas d'autre choix,
que d'aller bombarder cette montagne de Fordo, où se trouve l'essentiel du projet nucléaire iranien. Bon, c'est compliqué, un projet nucléaire. C'est à la fois de la documentation, des archives, du savoir-faire. Et c'est très dur d'éliminer le savoir-faire, même si vous tuez 14 grands scientifiques, comme l'ont fait les Israéliens. Mais le savoir-faire, il est largement diffusé dans un pays qui a beaucoup de physiciens, avec des universités qui sont des universités qui fonctionnent assez bien, enfin en tout cas qui produisent des ingénieurs, des architectes, on le voit tout le temps, des cinéastes, des artistes, tout ce qu'on veut. Donc c'est pas n'importe quoi, c'est difficile. Et puis, il faut aussi taper plusieurs sites, comme le font en ce moment les Israéliens, à droite et à gauche, les sites qui protègent le programme. Le programme, il est disséminé en plusieurs sites. Natanz, il en reste des morceaux aussi. Natanz, c'est encore plus au sud, vers Ispahan, au sud-ouest. Et c'était aussi un dispositif très important dans le projet nucléaire iranien. Donc, si les Américains se disent, bon, il faut absolument qu'on détruise Fordo, ils ont deux possibilités. Ils utilisent des bombes, dont parlait, c'est les seules bombes qui sont capables de le faire. Ça s'appelle, je crois, ma science est récente, mais GBU-57. Ils utilisent cette bombe, c'est un monstre de 6 mètres de long. Et ils utilisent aussi des B-52. Il n'y a pas d'autres avions. Il n'y a que des bombardiers lourds qui existent depuis la guerre du Vietnam. Ce sont les B-52 américains. Et les Israéliens, ils n'ont pas de B-52. Et ils n'ont pas cette bombe-là, parce que les États-Unis ont refusé de leur donner jusqu'à présent. Et les Américains y vont, ou bien ils ont la possibilité de sous-traiter aux Israéliens, et de leur passer la bombe et un B-52 ou 2 B-52, etc. Combien faudra-t-il de passage au-dessus du site de Fordo pour être sûr qu'il est éliminé? On ne sait pas. Ça se compte en semaines ou en mois, d'ailleurs, ce genre de bombardement. Peut-être. Il y a un autre scénario, il y a un bombardement lourd. Les Israéliens dégagent la zone qui sont autour de Fordo, enfin on est tout près de Téhéran, on est à 150 km de Téhéran, et envoient des commandos. Et les commandos descendent et font exploser Fordo. Et puis ils montent dans leurs hélicoptères et ils repartent. Bon, les Américains ont un mauvais souvenir de l'Iran. Ils ont tenté un commando comme ça en 1980 pour aller sauver des otages de leur ambassade. Ça s'est terminé par un fiasco. Et je vous rappelle que l'État iranien ne s'est pas effondré. Ses cadres administratifs, jusqu'à preuve du contraire, sont là. C'est pour ça que j'ai insisté. La structure étatique, elle est toujours là. Elle fonctionne. Donc voilà. S'ils font ça, les Iraniens vont être obligés de répliquer. Il ne va pas laisser faire ça. Et ils ont dit, nous répliquerons sur les bases américaines au Moyen-Orient. D'où l'armada que déplace Trump en ce moment. C'est pour se donner les moyens d'avoir un bombardement sur Fordo et de répliquer, et au-delà même. Il a accumulé dans la région une force militaire écrasante. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Après, ça s'appelle être impliqué dans une guerre au Moyen-Orient. Pour rappeler ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il ne voulait pas. Qu'est-ce qui se passe après ? On ne sait pas. Ni en Iran, ni dans la région, ni dans le Golfe. Comment les gens vont réagir dans le Golfe? Les régimes arabes seront ravis que la République islamique, qui n'a cessé de les déstabiliser, soit en difficulté. Mais pour l'après, on ne sait pas. Mais voilà en tout cas pour les moyens militaires. Et voyez l'hypothèse de l'escalade, c'est les Américains s'impliquent pour venir à bout de ce site de Fordo, qui abrite notamment des centrifugeuses très puissantes. Et il y a une réplique iranienne. Et les Américains répliquent à la réplique iranienne. Et là, on est dans l'escalade et c'est très facile de commencer une guerre. C'est beaucoup plus difficile de la finir. Alors, on ne peut pas ne pas parler d'une hypothèse, l'hypothèse optimiste, qui serait celle d'une désescalade. Une réunion est organisée ce vendredi à Genève entre les ministres des Affaires étrangères français, britanniques, allemands et iraniens pour essayer d'avancer vers une solution diplomatique. Même Donald Trump a dit qu'il jugeait substantielle la possibilité d'une négociation. Jean-Marie Colombani, est-ce que la diplomatie peut encore quelque chose pour le cas israélo-iranien? En tout cas, pour les Européens, c'est une façon de dire là où ils sont, de donner leur position, qui est évidemment une position qui est plutôt favorable aux efforts diplomatiques plutôt qu'à la continuation de la guerre. Ça ne va pas au-delà, parce que ils n'ont pas les clés de la situation en main. Après, est-ce qu'une véritable négociation peut s'engager? J'en doute parce que je pense que Netanyahou veut aller au bout de son projet. Je veux dire, il a considéré que l'occasion était là, il a saisi le moment et il ne reculera pas. Donc ça, c'est d'ailleurs assez classique dans le comportement israélien. Ce qui me fascine dans cette région, c'est que depuis 1948, depuis la naissance d'Israël, à chaque fois, les ennemis d'Israël, qui sont changeants,
sauf en Iran, où là c'est une permanence. C'est une permanence depuis 1979. Oui, parce qu'avant, c'était un allié d'Israël, un allié solide d'Israël. Ça, c'était l'héritage du Shah, entre autres, notamment. Ces ennemis d'Israël déclenchent des offensives contre Israël. Et à chaque fois, ça se termine de la même façon, par des gains de territoire pour Israël. Donc à chaque fois, ils sont vaincus et Israël y gagne des territoires. Et dans la tête de Netanyahou, je pense qu'il y a cela. Il y a l'idée qu'il sait qu'au bout de la route, il va gagner quelque chose et il gagnera même des territoires. Et ça n'a pas empêché les uns et les autres d'attaquer Israël. C'est ça qui est assez triste et fascinant parce que les leçons ne sont absolument pas intégrées, absolument pas retenues. Donc oui, Netanyahou ira au bout, donc je ne vois pas qu'il puisse laisser la place à une négociation en bonne et due forme. Et par ailleurs, le régime iranien est peut-être dans un état de trop grande faiblesse pour pouvoir mener une négociation de cette nature qui conduirait au renoncement par l'Iran à toute perspective nucléaire. À ce stade, je ne vois pas comment tout ça peut finir autrement que par le scénario du pire pour le moment qui est en route. J'ajoute que pendant ce temps, pendant que Israël fait la guerre à l'Iran, Gaza continue d'être piétiné et massacré. Chaque jour, on nous dit, ici 70, là 80, là 100 personnes qui allaient au point de ravitaillement se sont fait canarder par les soldats israéliens. Il y a tant de morts. Et puis par ailleurs, en Europe, pendant ce temps, Poutine continue sa sale guerre contre l'Ukraine. Les Ukrainiens demandent aide et protection à Donald Trump qui ne répond pas, qui montre par là que c'est le cadet de ses soucis. Donc voilà, on est pris dans cette situation où, in fine, quand on regarde les choses, on est assez largement dépendant de l'état d'esprit de quelqu'un qui, vu par nous, est complètement loufoque. Et qui, par l'establishment, entre guillemets, américain, c'est-à-dire les gens qui contrôlent à la fois les armées, doivent être aussi plongés dans un abîme de perplexité par la façon dont ils sont gouvernés. Et ça, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Et on reparlera de Gaza, on reparlera de la guerre en Ukraine aussi dans de prochains épisodes du Monde devant soi. Merci beaucoup, Jean-Marie Colombani. Merci Alain Frachon. Merci Hélène. Merci Hélène. À très bientôt. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.